Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Christopher Plieger, je suis spécialiste Microsoft chez AWS et aujourd'hui on va parler de comment construire son premier business case AWS pour la migration. Alors qui dit business case dit souvent estimation financière. Et en effet, le coût est forcément un grand avantage du cloud avec des TCO qui réduisent entre 20 et 30% par rapport à un déploiement dans un data center classique. Et on va vous aider aussi dans ce webinaire à comprendre la méthodologie que nous appliquons pour faire ces premiers TCO de migration pour votre data center. Cependant, ce n'est pas la seule valeur et c'est d'ailleurs pas la valeur principale que nos clients reçoivent en migrant dans le cloud, puisque c'est l'agilité qui prime avant tout. Et c'est ça l'avantage premier. L'agilité business, l'agilité technologique, la résilience également qu'on va pouvoir augmenter en étant dans le cloud, et aussi la productivité des employés. Donc avant de vous amener dans le détail des outils et des calculs de TCO, je voulais faire un petit tour de ces autres avantages qui sont quand même plus compliqués à estimer, puisque très propres à votre entreprise, mais qu'il faut quand même comprendre comme des briques fondamentales de votre migration vers le cloud. Donc commençons par la productivité. Donc ça, c'est un vrai avantage du cloud. Nous, AWS, allons nous occuper de la gestion, la maintenance, la mise à jour et l'installation du matériel. Et on va vous assurer un uptime très élevé. Ça vous permet du coup de vous focaliser et d'avoir des employés qui se focalisent sur des choses plus stratégiques et qui ont plus de valeur, que ce soit technologique ou business, dans votre entreprise. Donc plutôt que d'avoir des employés ou vous-même qui travaillez sur l'installation de disques durs dans un serveur de fichiers, là vous allez pouvoir déployer un nouveau logiciel SaaS qui va vous apporter plus de valeur pour vos employés et vos clients. Et plus nos clients adoptent le cloud, plus on voit cette transformation de temps passé sur des choses plutôt tactiques, qui n'ont pas une forte valeur ajoutée ou différenciante par rapport au marché. Et on les voit passer de plus en plus de temps sur des choses justement qui les différencient sur le marché, qui les rendent plus compétitives et qui sont plus stratégiques pour l'entreprise. Donc voici quelques chiffres concrets qui proviennent d'un benchmark que nous avons fait auprès de 1000 clients AWS qui ont migré dans le cloud. Et ces chiffres-là vont vous permettre de simuler l'augmentation de productivité chez vous dans votre entreprise. Donc quand on regarde le nombre de machines virtuelles managées, gérées par un seul admin, quand on passe dans le cloud, on voit que ça augmente de 57%. Et pareil côté stockage, un seul admin va pouvoir gérer 65% de stockage en plus. Et ça, c'est pour une migration. Une fois qu'on va commencer à réarchitecturer les applications, les rendre cloud native, utiliser les services managés d'AWS, on voit que ces chiffres augmentent encore plus avec un nombre de VM managés par admin qui augmente de 147% et un chiffre similaire pour le stockage avec 153% d'amélioration de Tera managé par admin. Donc on l'a vu, le cloud affecte fortement la productivité et par extension vos coûts et les revenus. Mais ce qui affecte souvent encore plus les coûts pour nos clients, c'est la résilience. C'est la possibilité de garder les applications online 24 heures sur 24. Et si vous n'avez pas un DRP en place, si vous avez des infrastructures qui vieillissent, ça devient souvent compliqué de garantir un uptime pour vos employés ou vos clients. Et donc quand on regarde les études faites par Ponemon Institute, on voit que le coût de downtime d'une application peut varier de 55 000 $ pour une application à faible valeur, donc souvent une application interne, où vos employés ne peuvent plus travailler, à plus d'1 million de dollars par panne, où par exemple votre ERP ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus prendre de commandes, vous perdez en confiance chez vos clients, et vos employés en plus ne peuvent plus travailler. Et donc c'est des coûts souvent qui sont difficiles à mesurer, mais si on le fait correctement, qui ont un très gros impact. Et donc quand vous venez sur AWS, on va vous augmenter votre résilience avec des architectures cloud native, avec des services qui sont redondés sur plusieurs data centers automatiquement. Donc par exemple, vous prenez le service S3 de stockage de données, vous allez pouvoir stocker
6 copies de vos données. Donc 2 copies dans 3 data centers différents en France. Et ça, c'est quelque chose qui est très coûteux de reproduire vous-même on-premise. Et pareil pour vos machines virtuelles. Si une machine tombe en panne, on va automatiquement recréer une machine avec le même matériel et rattacher votre disque. Si un disque tombe en panne, on a aussi des copies de disques forcément dans les data centers. Et donc ça vous donne une vraie résilience, non seulement en termes de hardware, mais aussi en termes d'architecture. Et pour pousser le bouchon un peu plus, en cas de crise, prenons le Covid par exemple, quand vous avez besoin de plus de matériel, si vous avez votre propre data center, c'est forcément très compliqué à faire. Par contre, dans le cloud, voilà, vous avez des employés qui veulent travailler de la maison, vous pouvez automatiquement rajouter 100, 200, 500 postes de travail ou de serveurs quand vous en avez besoin. Et pareil pour vos clients, si vous avez un site web et vous avez par exemple des soldes, vous allez pouvoir rajouter des serveurs ou des conteneurs ou d'autres choses directement dans AWS et par extension garantir des performances et un uptime qui est très coûteux ou alors très compliqué d'obtenir dans votre propre data center. Et donc pour vous aider à faire votre propre business case, voici la moyenne de la baisse de downtime chez nos clients. Donc encore une fois, ça provient de notre étude de plus de 1000 clients AWS qui ont fait leur transformation cloud. Et donc on voit que on a pu réduire de 56,7% le downtime de ces clients dans le cloud. Et donc les 3 facteurs principaux sont encore une fois notre architecture qu'on appelle multi-availability zone, donc avoir plusieurs data centers dans une même région pour pouvoir faire de la redondance de données locale. C'est aussi forcément notre data center fortement automatisé avec de la gestion de ressources centralisée que vous pouvez faire du coup à partir du portail AWS partout dans le monde, et aussi nos features de sécurité physique mais aussi virtuelle que vous avez dans la console avec par exemple la protection de DDoS qui vous permet aussi de réduire les soucis de disponibilité par nos services. Donc on a bien vu l'impact de la productivité et de la résilience en passant au cloud, mais ce qui a le plus d'impact, c'est l'agilité. La possibilité de pouvoir innover plus vite et de déployer des services beaucoup plus rapidement pour votre entreprise. Prenons l'exemple d'une mise en place d'applications traditionnelles. Vous allez passer 22% de votre temps à comprendre les prérequis et à faire des analyses sur le matériel à acheter, le commander, l'installer, passer du temps aussi à faire du design, voilà, donc assurer la sécurité de votre application et de vos accès utilisateurs, gérer l'accès aussi peut-être hors de l'entreprise, gérer la haute disponibilité de ces applications. Donc ça déjà, ça peut prendre jusqu'à 37% du temps de planification de cette application. Dans le cloud, c'est très différent, puisque vous allez pouvoir prendre du matériel à la location, changer de matériel à n'importe quel moment. Donc si vous avez pris le mauvais serveur, la mauvaise VM, vous allez pouvoir changer de matériel sans problème. Et surtout, vous pouvez profiter de nos options de scaling et de haute disponibilité native pour automatiquement gérer ces aspects du design et donc pouvoir répondre à des pics de charge sans forcément devoir pré-planifier quel matériel vous devez avoir pour quelle période. Donc ça vous enlève toute une phase de planification. Et en plus, ça vous enlève le risque d'investissement, puisqu'encore une fois, dans le cloud, vous payez à l'usage. Donc vous prenez une machine, si elle ne convient pas, ou si l'application finalement elle n'est pas adaptée à votre besoin, vous pouvez arrêter la machine et vous arrêtez de payer. Donc vous allez pouvoir prendre des risques, installer, faire des tests beaucoup plus rapidement que on-premise, et ça à des coûts plus faibles. Et en plus de ça, vous avez plus de 200 services dans AWS qui peuvent vous simplifier vos architectures, des bases de données, des services de machine learning, des services d'IoT, etc. qui peuvent remplacer une grande partie de vos recherches de solutions on-premise. Ensuite, vous avez toute la phase de build, d'intégration et de test qu'il faut mettre en place. Et donc là, pareil, AWS,
peut réduire le chiffre là qui est à 40% de votre temps à beaucoup moins. Donc non seulement nous avons des outils de CI/CD nativement intégrés à AWS et au service AWS, mais en plus de ça, encore une fois, pour tout ce qui est phase de développement, vous allez pouvoir prendre des machines à la volée, les allumer le temps de faire les tests ou le temps de faire ce développement ou ce build, et ensuite les éteindre. Donc ça vous prend beaucoup moins de temps de commander ces machines, puisque vous les avez de manière instantanée, et ça vous coûte beaucoup moins cher de les utiliser. Finalement, le déploiement et la maintenance, ça prend quand même aussi du temps, hein, ça prend jusqu'à 23% de votre temps, et ça, c'est aussi réduit de manière assez drastique avec le cloud, puisque il n'y a pas de temps de déploiement. Ça n'existe plus puisque ça peut être complètement automatisé dans AWS. Surtout quand vous allez passer sur des microservices ou du conteneur ou ce genre de choses où le déploiement devient beaucoup plus petit, devient beaucoup moins impactant et devient quelque chose qui peut être fait tous les jours. Et la maintenance, forcément, puisque nous occupons de l'infrastructure, on s'occupe de la mise à jour des OS, on s'occupe de nos services managés, des mises à jour de l'infrastructure, de l'hyperviseur, etc. Vous avez beaucoup moins à gérer en termes de maintenance. Vous devez mettre à jour forcément votre application, ça c'est votre responsabilité, mais tout ce qui se passe en dessous, on va le faire pour vous. Donc voici un chiffre concret qui montre cette amélioration d'efficacité lors du déploiement des applications. Donc on voit une réduction en moyenne chez nos clients de 37,7% du temps nécessaire pour déployer une nouvelle feature ou une nouvelle application. Donc c'est assez énorme parce que ça veut dire 37% de temps en plus sur le marché, peut-être avant vos concurrents, et aussi 37% de productivité en plus du temps où vos employés peuvent investir des ressources, du temps et de l'énergie dans des nouveaux projets innovants. Et donc ça a un vrai effet multiplicateur d'innover sur le cloud. Et donc ces changements viennent de la culture. Donc quand on a une culture cloud en interne, on va en général plus vite. On est moins frileux au déploiement rapide à l'innovation. On a des architectures qui sont beaucoup plus segmentées, qui permettent de déployer plus vite avec du CI/CD. Voilà. Et on a un vrai contrôle aussi de tout ce qui est déployé sur le cloud, ce qui permet aussi de donner plus de liberté à des divisions séparées de faire leur propre innovation. Et encore une fois, ce modèle d'OPEX qui permet de réduire un risque financier puisque vous n'avez pas besoin de pré-payer des infrastructures, vous permet d'expérimenter beaucoup plus librement sans avoir des coûts énormes d'investissement. Et finalement, vous avez quand même, encore une fois, plus de 200 services sur AWS et un écosystème partenaire et un écosystème d'ISV avec des solutions dans le marketplace qui vous permettent en fait de très rapidement déployer des nouveaux services, des nouvelles capacités pour votre entreprise sans devoir faire des recherches et des implémentations custom pour votre situation ou votre data center. Donc maintenant qu'on a vu ces trois pattes très importantes à la migration cloud, passons aux choses un peu plus concrètes. Donc, la construction d'un vrai TCO, les chiffres concrètement sur un papier, à quoi ça ressemble et comment je commence. Donc pour vous donner déjà une idée, avant d'investir du temps à créer un TCO, voici quelques statistiques de l'amélioration des coûts en passant sur le cloud. Donc un client qui vient sur le cloud en moyenne réduit ses coûts IT de 19%. Et plus ce client devient mature sur le cloud et commence à adopter des services natifs, plus ce chiffre augmente. Donc après 3 ans sur AWS, on voit des réductions de coûts de 22,4% en moyenne. Voilà. Quand la majorité des machines est sur AWS, ça augmente à 25%. Et quand le client est 100% AWS, on voit ce chiffre augmenter à 29%. Donc voilà, le message aussi, c'est que plus vous allez investir du temps et acquérir des compétences sur AWS, plus vous allez pouvoir réduire vos coûts, puisque vous allez maîtriser de plus en plus de services natifs, et pas que de la machine virtuelle avec du stockage. Donc comment nos clients arrivent à faire ces réductions de coûts? Donc la première étape quand vous passez dans le cloud, c'est de changer la taille de vos machines.
changer le nombre de cœurs CPU, la RAM et le stockage. Et c'est pour une raison très simple, puisque 84% des machines chez nos clients on-premise sont surdimensionnées. Et ça, c'est pour une très bonne raison, qui est tout simplement que vous ne voulez pas prendre le risque d'acheter des machines trop petites, puisque ça ferait un investissement mis à la poubelle. Donc il est mieux d'acheter des machines légèrement trop grosses. Cependant, dans le cloud, vous n'allez pas avoir besoin de faire ça, puisque vous pouvez changer de machine à la volée. Et donc, ce qu'on va faire déjà comme analyse, c'est regarder quelles machines sont surdimensionnées et réduire leur taille pour réduire aussi vos coûts dans le cloud. Deuxièmement, on a plein de options d'achat différentes. Donc vous pouvez juste louer à l'heure, ce qui vous donne une super agilité, donc qui vous donne le plus de bénéfices d'agilité possible. Vous pouvez faire de la réservation d'instances, on va en parler un petit peu plus après. Et on a même des modèles de coûts, on va dire, très étranges, mais très intéressants, comme le spot, où vous allez utiliser de la capacité qu'AWS a en réserve, en trop dans son data center, mais cette capacité, elle n'est jamais garantie. Donc ces machines, si un client en a besoin, on va vous les prendre, on va vous avertir 2 minutes avant qu'on va prendre ces machines, mais en contrepartie, vous avez 90% de réduction. Donc voilà, on a plein de façons d'optimiser les coûts en fonction de vos usages et en fonction de vos déploiements. Et dernièrement, forcément, vous bénéficiez des économies d'échelle d'une plateforme comme AWS avec des centaines de milliers de clients et plus de 80 réductions de coûts depuis la création de la plateforme. Donc ok, je vais prendre toutes ces informations et les mettre dans un TCO. Comment je fais? Déjà, on va définir ce que c'est qu'un TCO. Parce que votre migration dans le cloud, ça ne va pas juste être un chiffre sur un papier. Vous allez avoir un coût initial de migration. Et ce coût de migration, il va varier. Donc on ne va pas aujourd'hui estimer ce coût-là, ça va dépendre de vos compétences aujourd'hui, ça va dépendre de la complexité de vos applications, du nombre de serveurs que vous avez, du partenaire que vous choisissez, etc. Voilà. Ensuite, il y a le TCO, qui est le run. Donc vous allez déployer ce que vous avez aujourd'hui en prémisse, vous le mettez dans le cloud, combien ça me coûte. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Mais, encore une fois, ça c'est une photo à un instant T, juste après la migration, et c'est une photo non optimisée. Puisque par la suite, on voit que voilà, vous allez pouvoir gagner en compétences, vous allez pouvoir utiliser les services natifs AWS et doucement réduire vos coûts au fur et à mesure du temps. Et donc ça, pareil, aujourd'hui on ne va pas l'estimer, mais il faut prendre ça en compte. Donc le TCO qu'on va faire là, c'est un snapshot post-migration avec les mêmes infrastructures que vous avez aujourd'hui en prémisse, mais ça devrait déjà vous donner une bonne idée et un point de comparaison pour voir les diminutions de coûts qu'on va avoir. Alors avant de commencer dans des choses complexes, si votre objectif c'est juste d'estimer le coût d'une application ou de 2 ou 3 serveurs, je vous conseille fortement d'utiliser le calculateur AWS. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez bien sûr nous contacter et on vous aidera à faire cette estimation. Mais dans ce calculateur, vous allez avoir tous nos services, comme par exemple EC2, qui est notre service de machine virtuelle, ce qui va vous permettre du coup de configurer une machine et de voir ce qu'elle coûte. Donc ça, c'est la manière la plus simple de faire un premier TCO dans AWS. Maintenant, si vous avez 50, 100, 200, 500 machines, ça commence à être plus compliqué puisque entrer ces données à la main, c'est pas ce qui est le plus sympa, disons ça. Et donc c'est là où nous avons des outils dédiés pour vous aider à faire un TCO complet. Pour ces analyses complexes, on va utiliser plutôt un outil comme Migration Evaluator, qui est un outil que vous installez dans votre data center, qui se branche à, par exemple, vCenter et qui va récolter pendant plusieurs jours ou semaines des données de vos machines pour pouvoir faire un TCO dans AWS. Cet outil est complètement gratuit. Il suffit d'aller sur le site, vous tapez Migration Evaluator dans Google et de vous inscrire avec le formulaire et on rentrera en contact avec vous pour vous donner accès à cet outil. Alors, qu'est-ce que ça vous permet de faire?
ça vous permet d'avoir une estimation de coût de votre data center actuel et de vos machines. Ce qui est quand même assez difficile à faire par vous-même, puisque ça implique beaucoup de coûts différents. 2, on va pouvoir trouver du coup ces machines dont on a parlé avant qui sont surdimensionnées et réduire leurs coûts. 3, on va pouvoir faire des simulations différentes autour de vos licences, surtout Microsoft, pour simuler de l'apport de licence ou simuler une location de licence chez AWS. Et dernièrement, on va pouvoir éliminer des machines qui n'ont pas d'utilisation dans votre data center actuel, des machines qui sont éteintes ou des machines qui ont zéro activité, et donc représenter un coût déjà optimisé dans le cloud. Donc comment on récolte des données avec cet outil? Il y a deux façons de faire. Soit on peut prendre un fichier, un export de vCenter par exemple, et analyser ça directement. C'est une méthode pas très précise, mais ça nous suffit pour faire une première estimation de coût. Ce qu'on préfère faire et ce qu'on vous recommande, c'est d'installer le collecteur dans une VM chez vous, de brancher ce collecteur à vCenter ou Hyper-V, et donc de collecter pendant 2 semaines des données de vos VM, donc les OS, les temps d'utilisation, les pics de charge, combien de données sont stockées exactement sur les disques, etc. Et donc ça va nous permettre d'avoir une vraie donnée précise de coût par machine, et une optimisation par machine aussi, selon leur pic d'utilisation. Et donc une fois installé, on va pouvoir récolter des données à travers VMware, à travers Hyper-V, sur vos machines bare metal à travers le WMI ou le SNMP, ou même des données sur vos installations SQL Server à travers T-SQL. Voilà. Donc on peut récolter pas mal de données avec quelques exclusions. Par exemple, si vous avez du IBM AX, ça on ne sait pas le récolter. Donc ça il faudra qu'on vous aide à la main. Si vous préférez nous envoyer un fichier brut parce que vous ne voulez pas installer de logiciel chez vous, ou vous ne pouvez pas installer ça, pas de problème, on va pouvoir vous faire une estimation de coût qui sera forcément plutôt imprécis, puisqu'on ne va pas pouvoir faire cette optimisation d'usage par rapport à votre usage réel on-premise. Par contre, dans AWS, une fois que vous avez migré, vous avez un outil qui s'appelle le Compute Optimizer, qui va pouvoir trouver des machines sur ou sous-dimensionnées et proposer des machines qui sont mieux dimensionnées pour votre application. Et donc, ça vous permet de réduire votre coût de manière assez drastique des fois, et de faire en sorte d'avoir des performances aussi optimales pour vos applications. Donc, c'est aussi une solution, après coup, après migration, d'optimiser vos machines. Donc après 2 semaines d'analyse, l'outil va nous rendre des données avec une classification de VM. Ceux qui sont in use, c'était des machines qui étaient utilisées la plupart du temps dans la période des 2 semaines. Ceux qui sont idle ont eu une activité CPU en dessous de 5% ou en dessous de 300 MHz pour les VM VMware en moyenne. Les zombies sont des serveurs qui étaient inactifs complètement pendant toute la période et qu'on peut généralement ignorer. Donc c'est souvent des serveurs de dev test par exemple qui ne sont juste pas utilisés du tout et sur AWS qu'on pourrait éteindre. Voilà, jusqu'au jour où on en a besoin. Et ensuite on a les expected idle qui sont des machines qui ne sont pas utilisées non plus, mais c'est normal. C'est des serveurs de PRA, c'est des serveurs de template, c'est des serveurs de VMware par exemple, qu'on ne va pas migrer quand vous passez sur le cloud. Donc voici l'interface de Migration Evaluator auquel vous allez pouvoir accéder après l'analyse. Donc vous voyez ici les machines in use, idle, zombie et expected idle avec leurs coûts associés à droite, leurs coûts on-premise, chez vous. Tout en dessous, vous voyez aussi les coûts de stockage avec des machines SSD et disques durs et leurs coûts associés du coup aussi dans votre data center qu'on estime. Et vous pouvez voir ici le détail des machines avec leur nom, leur temps d'utilisation. Si on considère que c'est des zombies,
l'application à laquelle elles appartiennent et leur coût estimé on-premise. Et vous pouvez exporter tout ça en CSV. Ensuite, à gauche, vous voyez qu'on a la possibilité de trier par environnement, par application. Donc ça, c'est des données qu'il faut rajouter manuellement. Vous avez le choix de le faire ou non. Mais ça nous permet d'avoir les mêmes données et les mêmes estimations de coûts par application, par département, en dev, test, prod, etc. Et aussi pour des OS. Donc si vous voulez voir tous les OS Windows Server 2008 par exemple, vous pouvez le faire. Pareil pour la virtualisation, si vous avez plusieurs vCenter et vos machines bare metal, et aussi si vous avez plusieurs bureaux ou plusieurs data centers différents, vous pouvez les lister dans les données. Voilà. Les coûts qu'on a vus dans la démo sont des coûts estimés de votre propre data center. Donc c'est un calcul très compliqué. On va essayer de estimer le coût du serveur, le coût du rack, des switches, de la maintenance de ce matériel, de vos OS, des licences de virtualisation, de stockage, les coûts de matériel réseau, de vos disques, etc. Et avec tout ça, forcément aussi, le coût de l'électricité, du refroidissement et de la location de salle. Voilà. Donc c'est des estimations. D'un client à l'autre, ça peut varier beaucoup, mais ça vous donne déjà une première idée du coût. Et donc, en deuxième étape, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire une estimation AWS à partir de ça, avec ce redimensionnement de machines qu'on a cité avant, et avec quelques astuces supplémentaires. Une de ces astuces, c'est la réservation d'instances. Donc, si vous avez des machines en production, qui vont tourner 24 heures sur 24, qui ne vont pas être remplacées dans AWS, et dont vous savez que la taille elle est bonne, vous allez pouvoir les réserver, et donc obtenir en contrepartie des réductions de coûts de 40 à 70%. Et une réservation, c'est purement un exercice financier. Donc vous committez auprès d'AWS de payer la facture tous les mois, que vous utilisez les machines ou non, et en contrepartie, du coup, vous avez cette réduction de coûts. Donc ça peut être très intéressant, et l'outil Migration Evaluator nous permet aussi de simuler ces réservations directement. Donc voici la page où on va pouvoir faire l'estimation de coût AWS. Donc vous retrouvez du coup à gauche les environnements. Ici vous avez une estimation de ce prix on-premise qui est à 3,2 millions avec les OS et le stockage. Donc c'est les mêmes prix qu'on a vu avant. Et en dessous vous allez voir différents scénarios AWS. Donc ici un scénario avec réservation 1 an avec deux prix, soit le direct match qui est un copier-coller de l'on-prem, soit le right sizing qui exclut du coup les machines qu'on considère comme zombies, ceux qui n'avaient pas d'activité. Et puis on peut aussi exclure par exemple le DRP. Voilà. Et en dessous vous voyez combien de cœurs vous pouvez apporter de par exemple SQL Enterprise ou standard si vous voulez voilà, apporter vos propres licences et que vous avez la software assurance. Et on peut faire ça sur d'autres data centers, comme Stockholm par exemple, à Francfort, à Paris, ici avec une réservation de 3 ans, avec prépaiement. Et vous voyez du coup que là, les prix right-sizés sont autour de 2 millions, au lieu des 3 à 4 millions qu'on voyait au-dessus. Et donc, avec quelques optimisations, les réservations, changement de data center, enlever les zombies, on arrive avec des coûts très intéressants qui sont à peu près à 1 million d'euros moins cher que le coût on-prem. Et si vous voulez analyser un peu plus, vous pouvez exporter ces données dans un fichier Excel qu'on va regarder juste après. Donc voici un export Excel où vous retrouvez toutes les données qu'on voyait précédemment. Donc le right sizing, le data center à Paris, la réservation de 3 ans avec paiement à l'avance. On n'a pas de software assurance dans ce scénario-là, donc on ne va pas apporter de licence Microsoft. Voilà. Et on voit qu'on exclut les zombies. Donc c'est un bon exemple d'un scénario qu'on peut vous aider à créer. Et vous pouvez créer tous les scénarios que vous souhaitez. Et donc là, vous allez retrouver toutes les VM de votre data center. Ça, c'est des données que vous pouvez rajouter manuellement, les environnements, les noms d'applications, tout ça. Le nombre de cœurs qu'on a détecté, l'utilisation de CPU et RAM, les OS,
Donc vous pouvez trouver aussi les bases de données juste à côté. Et du coup, les match products, donc ça c'est les machines AWS qu'on vous recommande, qui matchent du coup l'usage on-premise de vos applications, tout simplement. Donc vous pouvez utiliser ça pour estimer la bonne machine. Et quand on regarde le nombre de cœurs qu'on avait on-premise par rapport au nombre de cœurs qu'on a dans le cloud, pour certaines machines, on va avoir une augmentation, et pour d'autres machines, on va voir une diminution du nombre de cœurs. Tout simplement pour matcher voilà, la performance dont l'application a besoin. Donc là, une machine avec 2 cœurs dans le cloud était à 4 cœurs dans le data center on-premise. Et tout à droite de ce fichier, vous allez voir le coût estimé on-premise et le coût estimé dans le cloud. Et c'est là où vous allez pouvoir faire des calculs manuels sur certaines applications ou sur certains environnements à la main, si vous voulez être un peu plus granulaire. Là où vous voyez des trous blancs, c'est tout simplement les zombies qu'on a exclus du calcul. Et vous pouvez les rajouter en exportant le calcul direct. Voilà. Et finalement ici le stockage avec votre stockage en disque dur et en SSD, donc dans votre serveur actuel. Et à droite, le stockage qu'on a matché, donc soit en disque dur, soit encore une fois en SSD, dans AWS. Et à droite, encore une fois, vous avez les coûts associés on-premise et dans le cloud. Donc avec ces données, vous avez déjà une super idée des coûts AWS pour chacune de vos machines. Cependant, comme vous l'avez vu, il y a plein de façons d'optimiser ces business cases. Donc il y a la réservation et il y a aussi la possibilité d'apporter vos licences Microsoft dans certains cas. Je vous conseille fortement de nous contacter pour nous demander conseil sur quelle licence vous pouvez porter et comment vous pouvez le faire parce que ça va dépendre. Mais je vais vous faire une rapide introduction au sujet des licences. Donc sur AWS, déjà, vous avez la possibilité de louer des licences directement chez nous qui seront payées à l'heure comme aux machines. Et donc ça a l'avantage d'être le modèle le plus cloud native possible. Parce que quand vous arrêtez votre machine, vous arrêtez de payer et la VM et la licence. Et donc, ça va complètement dans le sens de cette agilité. Et surtout, vous n'avez plus besoin de gérer de contrat Microsoft. Vous n'avez plus besoin de gérer vos audits Microsoft aussi. Et donc, ça vous libère complètement de ce travail supplémentaire qui n'a pas de valeur ajoutée pour votre entreprise. Cependant, si vous avez déjà de forts investissements en contrat Microsoft, en serveur et en SQL, vous pouvez importer dans certains cas vos licences. Alors, nous avons 3 types de machines ou de location de machines sur AWS, spécifiquement pour vos licences Microsoft. Donc le modèle classique est à gauche, c'est ce qu'on appelle l'EC2 classique, le Default Tenancy. Vous avez un matériel qui est partagé entre plusieurs clients et vous louez une VM individuelle. Là, vous avez la possibilité d'apporter vos solutions, vos logiciels Microsoft qui ont de la software assurance. Donc par exemple, SQL Server avec de la software assurance, vous pouvez l'amener ici. Deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle les Dedicated Instances. Donc c'est la même chose, vous louez des VM, mais sur du matériel qui est dédié. Et ça vous permet d'apporter ces mêmes licences, donc SQL, Beanstalk, Exchange, SharePoint, mais vous n'avez pas besoin de software assurance. Donc ça c'est très intéressant. Puisque ça réduit quand même de manière assez drastique vos coûts, surtout si vous avez beaucoup de SQL Enterprise. Et le dernier modèle, qui est quand même très différent, c'est les Dedicated Hosts, où plutôt que de louer des VM, vous louez un host complet, et vous payez d'ailleurs aussi le host complet, mais ça vous permet d'apporter une licence Windows Server. Donc surtout si vous avez du Windows Server Data Center, c'est très intéressant, puisque vous avez les droits de virtualisation illimités. Et donc dans un host, vous allez pouvoir mettre 40 VM par exemple, avec une seule couverture en licence Windows Server Data Center. Donc c'est très très économique. Le bémol de ça, c'est que vous allez devoir gérer un host et donc aussi gérer son remplissage. Donc même si on a des outils pour le faire de manière automatique, pour rentabiliser le host, c'est à vous quand même d'assurer le fait de le remplir avec suffisamment de machines. Voilà. Dans le premier modèle où vous
louer du coup le Windows Server, pareil dans le deuxième d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de payer la software assurance pour Windows Server. Donc ça, c'est un coût que vous allez pouvoir supprimer. Si vous apportez vos licences SQL avec de la SA, il faut continuer de payer la software assurance. Si vous préférez louer des licences SQL chez nous, vous pouvez le faire et vous pouvez aussi arrêter votre SA SQL. Et donc ça peut représenter des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains de nos clients, donc c'est très intéressant. Et pareil, dans le troisième modèle, donc dès qu'on est sur du matériel dédié, vous avez pareil, plus besoin de SA, que ce soit pour Windows ou pour SQL Server. Et donc pareil, là on peut arrêter complètement de payer la software assurance. Donc en plus de ces discussions de BYOL, d'apport de vos licences, sachez qu'on peut drastiquement diminuer vos coûts Microsoft. Et donc c'est une discussion que je vous encourage à avoir avec votre contact AWS, si vous en avez un, ou si vous n'en avez pas un, contactez-nous et on sera ravis de vous aider et de vous conseiller là-dessus. Donc si on prend toutes ces données récoltées de coûts à travers Migration Evaluator et on applique ces règles de licence, en général, moi je présente 3 scénarios aux clients. Le scénario 1 où on loue tout chez AWS, les licences Windows et SQL. Donc c'est aussi le modèle qui nous donne le plus de liberté puisque vous n'avez aucun contrat Microsoft, vous n'avez pas besoin de compter vos licences, vous pouvez commencer, louer et arrêter vos machines à n'importe quel moment sans vous prendre la tête. C'est aussi le modèle le plus cher puisque vous allez devoir relouer vos licences. Vous pouvez utiliser de l'EC2 classique, donc des VM loués, et c'est aussi le modèle le moins cher en termes de compute. Et là, j'applique également la réservation de 3 ans, puisque là, on part de la production, et en général, la production, on peut la réserver. Donc ça nous donne une bonne idée déjà des coûts dans un modèle de location. Dans le scénario 2, je diminue un petit peu le coût AWS en important les licences SQL Server. Donc ça, c'est une bonne façon de rapidement diminuer les coûts de location de licences chez nous. Cependant, ça vous oblige à continuer de payer la software assurance Microsoft, ce qui peut représenter quelques centaines de milliers d'euros pour certains de nos clients. Voilà. Et le scénario 3, en termes de coût, c'est le scénario le plus optimisé. Donc c'est en dedicated host, où vous allez avoir du coup l'apport de vos licences Windows et SQL sur des hosts dédiés. Donc c'est les coûts les plus faibles, puisqu'il n'y a aucune location de licence, et vous pouvez complètement arrêter votre software assurance chez Microsoft, mais en contrepartie, vous avez quand même une perte d'agilité avec ces hosts qu'il faut remplir et gérer. Donc 3 modèles, 3 niveaux de prix différents. À vous de choisir entre la liberté des contrats Microsoft, l'agilité des EC2 classiques, donc pas les hosts, ou une optimisation financière maximale. Donc on a différents choix selon ce que vous préférez. Et on peut forcément vous aider aussi à faire ces choix-là. Et encore une fois, là j'ai appliqué la réservation de 3 ans. Mais forcément, on peut aussi faire d'autres scénarios. Mais en général, pour de la production, c'est une bonne façon de faire une simulation de coût long terme. Donc pour les environnements de développement et de test, j'ai une approche un peu différente. Donc plutôt que d'apporter ces optimisations avec les réservations, les apports de licence, ici, on va plutôt se concentrer sur l'agilité. Donc location de licence Windows. Pour la partie SQL, vous pouvez utiliser la version développeur. Et donc, on va pouvoir changer de machine à n'importe quel moment, changer de configuration, les supprimer, les créer. Donc, garder toute cette agilité du cloud. Et en plus de ça, l'optimisation qu'on va pouvoir faire, c'est d'éteindre ces machines la nuit et le week-end, par exemple. Donc, ça nous fait diminuer la facture de, ici, 500 000 euros à 135 000 euros par an. Ce qui est quand même de belles économies. Et en plus de ça, forcément, on-premise, ces machines avaient besoin de software assurance, donc vous pouvez également réduire votre facture de software assurance encore un petit peu plus en migrant ces machines sur AWS. Donc une autre partie importante de votre migration, c'est le PRA ou le PCA. Donc par défaut, vous allez pouvoir faire de l'actif-actif sur vos machines entre 2 data centers qui sont en France, par exemple. Si vous ne voulez pas faire ça, parce que ça coûte quand même relativement cher,
vous avez aussi la possibilité de, par exemple, faire des snapshots. Donc ces snapshots sont stockés dans notre service de données S3, et donc on va avoir 6 copies de ces données-là sur 3 data centers en France pour assurer une continuité de service. Et donc si vous avez un souci sur une machine, vous pouvez prendre ces snapshots et les restaurer, soit sur une nouvelle machine, soit sur la machine existante, pour restaurer le service. Et ces snapshots sont sauvegardés avec des deltas. Donc la première sauvegarde, on va faire une copie complète du disque. Par contre, pour la deuxième et la troisième, on va juste sauvegarder les différences. Donc c'est économique, et en plus en stockant sur S3, c'est beaucoup moins cher que du stockage disque. Donc ça vous permet d'avoir des RPO de, disons, moins d'1 heure, si vous configurez les snapshots à toutes les heures, et des RPO de moins de 15 minutes, si vous avez un petit script en place pour automatiquement faire une restauration à partir de vos snapshots. Voilà, donc ça c'est une façon peu chère de avoir du backup sur votre production. Et après, on a plein de manières de faire un peu d'entre-deux, réduire vos RPO, on a d'autres outils pour faire ça. Donc si vous avez des choses un peu critiques mais que vous êtes sensible au prix, on aura des solutions intermédiaires entre l'actif actif et les snapshots. Et bien sûr, si vous voulez apporter votre propre solution du type Vim par exemple, vous pouvez également le faire. Et voici quelques autres coûts qui sont importants pour votre TCO. Le stockage qu'on a vu, qui provient directement du fichier de Migration Evaluator. Donc là où on va avoir un mix de disque dur et de SSD selon ce qu'on a détecté en prémisse. On va aussi pouvoir plus tard, donc pas aujourd'hui, mais plus tard faire des optimisations de stockage avec S3, avec nos serveurs de fichiers managés comme FSx for Windows, avec du tiering de stockage où les données d'archivage, on va les mettre sur des bandes, et on va pouvoir mettre des données aussi de backup sur du stockage cool, avec des accès peu fréquents. Et tout ça, ça va pouvoir affecter le coût et diminuer le coût de 10, 20, 30%. Voilà, donc c'est des pistes d'optimisation qu'on va pouvoir explorer avec vous après ou pendant la migration. Le support qui est très important, hein. On vous conseille toujours d'avoir du support, donc on a différents niveaux. Le niveau basique, c'est pas vraiment du support, c'est du support de facturation, quoi. Le support développeur, c'est bien pour partie du développement avec des SLA plutôt longs. Et le support business, que je représente ici, c'est le support que je vous recommande si vous avez de la production sur AWS, avec un accès 24/7 par mail, chat et téléphone au support technique, des SLA de moins d'1 heure sur la production. Et voilà, si vous avez besoin d'encore plus, on a aussi du support enterprise, mais qui est aussi quand même un petit peu plus cher. Mais là, vous avez accès à des équipes en moins de 15 minutes et avec un TAM, donc une personne dédiée à votre compte pour vous donner des conseils techniques, des architectures et vous aider en cas de soucis. Voilà. Pour le réseau, dans AWS, vous payez que le réseau qui sort des data centers, soit qui va sur Internet, soit qui va vers un autre data center AWS. Et donc, il est très difficile pour nous d'estimer combien de trafic sort de vos machines et qui va vers Internet. Et donc, on prend en général un benchmark. Donc, chez nos clients, on voit qu'à peu près 1,2% de la facture, c'est du coût réseau. Et donc, si vous voulez faire une estimation pour votre TCO, c'est ce que je vous conseille de prendre comme chiffre, 1,2%. Ça nous permet de faire une large estimation. Mais si vous savez que vous avez des applications qui sont particulièrement gourmandes en bande passante sortante, streaming des vidéos par exemple, forcément on va pouvoir vous aider à avoir des prix un peu plus précis en termes de bande passante. Voilà. Dernière catégorie, c'est la sécurité et le monitoring. Pareil. Donc ça, c'est des coûts qui sont optionnels. Des services comme CloudWatch, CloudTrail, AWS Config. En fait, c'est des services de log, d'analyse de log, de monitoring, de sécurité que vous allez pouvoir utiliser sur AWS. Donc en général, je l'inclus dans les estimations de coûts parce que c'est des services qui peuvent vous intéresser. Maintenant, si vous avez vos propres outils, pas de souci, vous pouvez les apporter bien sûr sur AWS. Et pareil, en général, ça représente 3% de la facture de nos clients, ces services-là, et donc c'est ce qu'on prend aussi comme un benchmark ici, pour vous donner un peu une idée.
Donc voici le TCO de migration complet. Donc forcément là c'est des chiffres très approximatifs, ce n'est pas un vrai cas client, mais ça vous donne un peu une idée de comment nous on approche voilà, la fabrication d'un premier TCO. Donc là c'est pour un lift and shift, on prend vos machines actuelles, on les bouge vers le cloud, on fait quelques optimisations, donc on enlève les zombies, on apporte vos licences, on fait de la réservation, on fait du on-off pour le dev test, mais c'est que le début. Là c'est juste des coûts bruts. Demain on va pouvoir optimiser plein de choses. Mais encore une fois, c'est un bon début déjà de business case, ça vous permet de comparer ces coûts à vos coûts on-premise, et c'est une façon aussi voilà, d'argumenter une migration vers le cloud pour votre management. Maintenant, ça c'est quand même beaucoup de travail. Si vous nous contactez, on peut le faire à votre place, en du coup 2 semaines d'études plus 1 semaine de travail, ou sinon, voilà, vous avez quand même ici, vous aurez accès à l'outil TSO Logic et vous allez pouvoir faire vos propres analyses aussi si vous le souhaitez. Donc voici quelques pistes de modernisation technique une fois que vous avez migré pour optimiser vos coûts. Donc déjà, vous pouvez utiliser des managed services. Donc on en a plein. Ça peut être des bases de données à manager ou AWS va s'occuper des mises à jour, de la haute dispo, des backups et de tout en fait, des upgrades de version. On va tout faire pour vous. On a également des services de serveur des fichiers, on a des services de stockage, on a des services IoT. Donc plein de choses qui vous permettent en fait de vous enlever du travail manuel et de vous donner des choses à la demande, des services que vous payez vraiment au besoin. Si vous avez vos propres applications avec votre propre code, on a forcément aussi nos services d'hébergement de code, des conteneurs dans ECS ou EKS. Vous pouvez utiliser Lambda pour faire du serverless complètement. Vous pouvez aussi utiliser nos services de machine learning ou de AI en général pour les intégrer à vos applications existantes. Et donc, voilà, plein de façons d'ajouter de la valeur et réduire vos coûts en investissant un petit peu de temps dans cette modernisation sur le cloud. Pour le dev test, on a parlé de on-off, mais vous avez aussi toute la culture DevOps que vous allez pouvoir implémenter avec du CI/CD par exemple. Donc pareil, c'est des pistes d'optimisation pour augmenter votre time to market, ou plutôt diminuer votre time to market. Le stockage, donc j'en ai déjà parlé, le tiering du stockage, l'utilisation des managed services et le disaster recovery. Donc là, on a parlé d'actif-actif et de snapshot. Mais plus vous allez utiliser ces managed services, moins vous allez devoir manager cette disaster recovery, puisqu'on va le faire pour vous. Tous nos services managés, tous nos services natifs sont déjà redondés sur plusieurs data centers naturellement, et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et comme la partie technique, on a aussi plein de pistes d'optimisation financière. Donc on a déjà exploré le right sizing là aujourd'hui. On va pouvoir travailler sur l'élasticité aussi de vos workloads. On va pouvoir vous aider avec des outils de monitoring à trouver les optimisations sur les machines, passer encore une fois sur des architectures modernes. Et en général, plus votre usage va augmenter, plus vous allez travailler de manière optimisée. Et donc notre promesse aussi pour vous, c'est de dire les coûts que vous allez avoir dans votre TCO aujourd'hui, c'est pas vos coûts finaux. C'est des coûts voilà, par rapport à votre architecture d'aujourd'hui, mais demain vous allez avoir une architecture AWS native et ça va forcément contribuer à une diminution de coûts et encore une fois une augmentation aussi de la productivité, de la fiabilité et toutes ces choses qu'on a vues avant. Donc on arrive à la fin. Je voulais finir avec quelques points importants en conclusion. Donc on est là vraiment pour vous aider à faire votre business case complet. C'est pas à vous de faire ça. On a des équipes dédiées pour vous aider. Donc contactez-nous. On a des experts aussi. Donc comme moi, je suis expert Microsoft, on a des experts Oracle, SAP, sécurité, etc. pour vraiment vous conseiller sur la meilleure manière de migrer. 2. Là, on a vu comment créer un TCO. Par contre, on n'a pas investigué tous nos programmes d'accompagnement. Donc, on a des programmes qui vous accompagnent sur les coûts de migration, sur les coûts partenaires, en crédit AWS,
Et plus vous allez consommer, plus vous allez investir de temps avec nous, plus on va pouvoir financer des projets avec vous. Donc, contactez-nous pour savoir et inclure aussi dans votre TCO ces aspects de financement. Et 3, alors, où est-ce qu'il faut nous contacter? Deux choix. Soit vous pouvez laisser un commentaire dans le formulaire de feedback qu'on va vous envoyer, soit vous pouvez aller directement sur notre site. Il y a un gros bouton de contactez-nous et vous cliquez dessus et on va vous rappeler dans la semaine. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'espère que ce webinaire a été utile et j'espère vous avoir bientôt soit au téléphone, soit par email pour discuter de vos projets de migration. Merci beaucoup.